Salut les copains! Eh ben ça fait longtemps, comme d'habitude j'ai envie de vous dire, je ne sais même plus comment faire, figurez-vous. Donc écoutez, sans plus tarder, let's go, et puis advienne que pourra. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une chouette année 2025, que vous avez fait évidemment d'excellentes lectures. De mon côté, et bah ça y est, on y est. Je voulais quand même vous faire un petit récap, même si pour la deuxième année consécutive, j'ai un peu manqué à mon devoir sur cette chaîne. J'en suis fortement désolée. Je vous ai tourné une vidéo où je vous ai expliqué le pourquoi du comment. Je ne l'ai pas encore montée. Est-ce que ça étonne quelqu'un? Pas vraiment finalement. Peut-être que je vais la monter, peut-être que je la monterai pas, mais comme d'habitude, hein, voilà, ça me manque. Et je me disais que je ne pouvais pas ne pas vous faire au moins le pire et le meilleur de mes lectures 2025, parce que jusqu'à maintenant, je n'ai jamais dérogé à la règle, donc autant garder une petite vidéo dans l'année régulière. Voilà, c'est toujours mieux que rien. Je me disais que comme d'habitude, on va commencer par les pires lectures. Honnêtement, il y en a pas beaucoup, il y en a 3, il me semble. Évidemment, je tiens quand même à le rappeler, vu que c'est des lectures, notamment une qui est très populaire. Ce n'est pas grave si vous avez aimé et que moi je n'aime pas. Ne le prenez pas pour vous, je ne critique pas vos goûts littéraires. Si vous avez kiffé, mais grand bien vous fasse, et je suis ravie pour vous. Celle dans la sauce, c'est moi, parce que c'est moi qui ai passé un mauvais moment et pas vous. Donc franchement, tout va bien. Moi, je ne vous en tiendrai pas rigueur s'il y a des livres qui sont dans mon top 12 là pour le coup, que vous avez détesté, mais c'est pas grave. De toute façon, il en faut pour tout le monde, j'ai envie de vous dire. Donc bon, c'est pas grave, vraiment. Il n'y a pas de souci. Honnêtement, le livre qui est le plus réputé dans ce classement top 3, c'est le seul que j'ai abandonné de l'année, donc je pense que je vais finir par ça. Commençons dans le vif du sujet. Le premier, c'est Crime et Châtiment de qui? Dostoïevski. Dostoïevski. J'ai l'impression que ma bouche n'est pas faite pour dire ce nom, vous voyez. Donc que je vous fasse un petit résumé brièvement de Crime et Châtiment. C'est l'histoire d'un homme russe qui est étudiant, donc il est quand même relativement jeune. Il tombe peu à peu dans la misère. Il est tellement en détresse financière qu'il va petit à petit converger vers l'idée de commettre un meurtre, et plus spécifiquement de tuer la personne qui prête de l'argent. C'est-à-dire qu'à l'époque en tout cas, ils amenaient un objet, que ce soit je sais pas une montre, un bijou de valeur ou autre, et cette personne conservait l'objet, donnait de l'argent en sorte de prêt, et je suppose que vous deviez ramener l'argent pour que cette personne vous rende l'objet en soi. Donc c'est-à-dire que chez elle, il y a soit un max de bijoux ou d'objets de valeur et un max de thunes. Donc évidemment, ça donne envie. Donc il va, je vous spoil rien, commettre ce meurtre, et de ça va s'ensuivre une prise de conscience psychologique de la part du personnage. Le livre tourne principalement autour de ça. Il y a des allers-retours entre de la culpabilité, de la non-culpabilité, et voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. Voilà pourquoi en fait il est dans mes pires lectures, parce que ça ne m'a pas du tout transporté, et j'ai trouvé ça un peu long et chiant, je vais pas vous mentir. Je comprends toute l'ampleur psychologique qu'il y a derrière, dans le sens où effectivement on est vraiment dans le tréfonds de ses sentiments, de ses émotions, on a tout ce par quoi il passe, etc. Mais force est de constater que ça m'a pas intéressé plus que ça finalement. Voilà, passons au second, qui n'est autre qu'un des livres que j'avais mis dans mon challenge de 12 mois 12 pavés. C'est La Conjuration des imbéciles, et je ne pourrai plus vous retrouver le nom d'auteur, je pense que je vous le mettrai quelque part à l'écran, parce que je crois que j'ai même plus le livre, je l'ai revendu ou mis en boîte à livres, je sais plus, l'un ou l'autre. Si Gilbert l'a pas accepté, je pense que je l'étège. Quoi qu'il est. La Conjuration des imbéciles, c'est l'histoire d'un mec qui habite encore chez sa mère, qui cherche du travail, mais qui est extrêmement picky, on va dire. Vraiment, sa réalité ne fonctionne pas avec la vraie réalité, et du coup, ça marche pas la vie. Et le pourquoi du comment, je n'ai pas du tout aimé cette lecture. Là, pour le coup, j'ai trouvé que le personnage principal était ingrat au possible, et j'ai vraiment du mal avec ce genre de choses. Ça ne me plaît pas de parcourir du temps de vie, de ma vie, avec cette personne dans mes oreilles ou sous mes yeux. Ça me fait pas du tout kiffer d'avoir des persos abjects à suivre en personnages principaux, vraiment j'aime pas ça. Et bah là, ça n'a pas fait exception à la règle. En plus, c'était censé être rigolo. Je vous avoue que j'ai dû rigoler, je pense, une fois dans le livre à tout casser. Franchement, je suis pas contre l'humour noir et grinçant. C'était pas déplacé, mais je trouvais que c'était à côté et ça me faisait pas rire. Le mec, je le trouvais ingrat. Il est vraiment méprisable au possible, et il méprise tout le monde, d'où le fait que ça le rend méprisable. Il est hyper condescendant, hyper imbu de sa personne, mais à un tel level, j'ai rarement vu ça. Moi, les gens comme ça, je n'y arrive pas, que ce soit dans la vraie vie ou des personnages principaux, en plus, encore si c'était un perso qui était à côté, mais pas du tout. Les personnages autour de ce personnage étaient un peu plus sympas, donc
j'avoue que ça a un peu sauvé le tout, mais franchement le gars mais au secours quoi. Donc vraiment non, je ne recommanderais pas ce livre. Je sais que l'histoire de l'auteur est assez dramatique. Il me semble qu'il s'est suicidé avant de publier son livre. Je crois qu'il y a une histoire autour de ça. Je vais encore me faire taper sur les doigts par la police de YouTube. Petit aparté, parce que je m'étais déjà fait tirer dessus quand j'avais présenté ce livre au début de l'année. Je ne suis pas la science infuse, je ne connais pas tout. Voilà, et oui c'est ma faute, je ne fais pas mes recherches au préalable, mais c'est pas grave. C'est à vous de le dire aussi en commentaire, ça peut être un espace communautaire où chacun apporte son petit savoir, voilà, que tout le monde n'a pas, ça peut être chouette, sans forcément être condescendant, comme ce personnage principal. Merci. Il me semble que c'était un auteur un peu torturé qui n'était pas hyper en accord avec son livre, dans le sens où il s'était tapé des refus ou je sais plus, enfin bon bref. Dans tous les cas, putain c'est si long, ça l'a amené malheureusement à se suicider et il me semble que c'est un membre de sa famille, et je me demande si c'est sa mère, encore une fois je ne suis pas sûre, ne me tapez pas sur les doigts merci, qui s'est battu pour que ce livre soit publié et il a enfin été publié. Donc c'est super que ce livre ait été publié pour toute l'histoire qu'il y a autour. Moi personnellement ça ne l'a pas fait du tout. Je l'ai détesté ce mec. C'est pas le livre que j'ai détesté, c'est le personnage que j'ai détesté. Peut-être que si vous aimez bien les personnages un peu problématiques, que bah ça vous fait un peu kiffer de suivre ce genre de personnage, parce que je pense que vous aimerez bien parce que effectivement il y a des situations hyper cocasses, assez loufoques, etc. Mais ouais non vraiment, le perso... Voilà, je vais m'arrêter là. Et enfin, le dernier des pires, c'est le seul que j'ai abandonné cette année. Et là, je vous en supplie, ne me tapez pas sur les doigts, c'est pas grave si j'ai pas aimé, d'accord. C'est La maison au bord de la mer cérulienne, je crois. Je me rappelle même plus, c'est pour vous dire. De TJ Klune. Alors... je pense que ça sert à rien que je vous fasse un résumé, là pour le coup, puisque c'est un livre qui a été encensé sur beaucoup de chaînes. Le pourquoi je n'ai pas aimé, c'est parce que j'ai trouvé ça trop lent, principalement. Je vous avoue que je me suis fortement ennuyée et j'ai poussé jusqu'à, il me semble, au moins la moitié. Ça tournait en rond, ça avançait pas en fait. Et ce qui était frustrant parce que je trouvais qu'il y avait une matière de base qui était quand même exploitable et qu'on pouvait faire quelque chose d'assez mouvementé, entre guillemets. Et au final, pas du tout. Ce livre est du coup de la cosy fantasy. Et je pense que ce côté cosy, personnellement, ne m'a pas convenu dans ce contexte. J'en attendais beaucoup plus dans le sens action et avancée des événements, alors qu'on prenait vraiment le temps d'avoir vraiment les ressentis de chacun sur la situation et machin, qui fait ses petites valises et machin, qui a peur du petit mec là, qui est le fils de Satan, de je sais pas quoi. Je peux comprendre l'engouement autour de ça encore une fois parce que c'est hyper inclusif, il y a de la diversité, c'est super et tout, je dis pas, mais vraiment, oh, c'était long, mais chiant, j'avais pas envie. Voilà, je voulais pas perdre plus de temps que ça, donc je l'ai abandonné. Ce n'était pas horrible comme La Conjuration des Imbéciles où là vraiment le personnage m'horripilait. Là pour le coup il n'y avait aucun personnage qui m'horripilait, ils étaient même plutôt sympathiques en soi. Et du coup j'en avais parlé sur Insta à l'époque puisque c'était quand même en début d'année 2025 et je n'étais pas seule dans ce cas-là. On m'a un petit peu confirmé qu'il n'y avait pas vraiment plus d'action après coup. Donc ouais j'ai pas voulu continuer plus et je ne lirai pas évidemment le deuxième tome et voilà. Et TJ Klune, bon, je pense que du coup c'est pas vraiment un auteur qui est fait pour moi en règle générale. Peut-être que je retenterai à l'occasion et je vous avoue que du coup c'est clairement pas ma priorité. Voilà qui conclut mes pires lectures de 2025. On va passer au meilleur. À la 12e place, j'ai Mon mari de Maud Ventura. C'est le deuxième Maud Ventura que je lis et c'est le deuxième livre hyper impactant. Donc écoutez, trop bien. Comme quoi cette autrice là pour le coup, je pense que ça fonctionne vraiment sur moi. J'ai rigolé dans ce livre, figurez-vous, parce que la personnage est complètement zinzouille. C'est trop marrant. Elle a une vie parfaite, une belle maison, 2 enfants et l'homme idéal. Après 15 ans de vie commune, elle ne se lasse pas de dire mon mari. Et pourtant, elle veut plus encore. Il faut qu'ils s'aiment comme au premier jour. Alors elle note méthodiquement ses fautes, les peines à lui infliger, les pièges à lui tendre. Elle se veut irréprochable et prépare minutieusement chacun de leur tête-à-tête. Elle est follement, en italique, amoureuse de son mari. Je pense que quand vous lirez un Maud Ventura, vous comprendrez que cette autrice, elle a vraiment une façon de raconter très propre à elle finalement. Elle a toujours des personnages qui sont excessifs. Que ce soit Célèbre ou Mon mari, les persos sont toujours dans l'excès, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Là, elle suit méthodiquement tous les faits et gestes de son mari, elle orchestre tout à la lumière près, genre vraiment elle va trop loin et je me dis mais elle est complètement zinzin, c'est trop marrant. Et encore une fois, telle du Maud Ventura, j'ai envie de vous dire, la meuf, on dirait que j'en ai lu 15, j'en ai lu que 2, mais il s'avère que les 2 fins étaient pas piquées des hannetons. Vu que j'avais déjà lu Célèbre et que je savais que la fin de Célèbre était vraiment un peu mind-blowing, je me suis dit quel twist elle va pouvoir prendre et bon il n'y en avait pas 15 000 non plus. Je l'ai vu venir pour une fois, alors que d'habitude je suis plutôt...
mais c'était quand même très agréable et ça m'a toujours autant fait rire, même si j'ai vu venir la fin. Bah c'est pas grave, c'était tout aussi plaisant et j'aime trop l'écriture de cette autrice, je trouve ça extrêmement fluide, ça passe tout seul, c'est hyper agréable. Je trouve que ces persos ils sont caricaturaux et excessifs à souhait et du coup ça les rend drôles aussi finalement parce que c'est tellement poussé à l'excès que c'est pas possible quoi. Enfin tu te dis mais la meuf elle est complètement psychotique, c'est pas vrai. Je vous invite très fortement à découvrir Maud Ventura si c'est pas encore fait. Il me semble que Mon mari est disponible en audio et Célèbre aussi d'ailleurs, parce que Célèbre je l'avais écouté en audio. Si vous voulez, vous avez la possibilité de le découvrir en audio, sinon les livres chez l'Iconoclaste, c'est toujours des mises en page qui sont hyper aérées. Vous voyez, c'est hyper rapide à lire, d'autant plus que la plume est archi fluide, donc vraiment ça va aller comme sur des roulettes et j'espère que vous allez passer un bon moment. En tout cas, moi ça a clairement été le cas. J'enchaîne avec la place numéro 11. Nous avons la saga Steam Sailors, écrite par Ellie S. Green aux éditions Gulfstream, me semble-t-il. Je ne trouve pas, mais si c'est ça, j'en suis sûre. Vous avez cette très belle édition intégrale, trop beau avec des petits dessins, un petit signé comme on aime. Là, vous avez tous les petits persos. En tout cas, l'édition est hyper cool. Le résumé, je pense que je vais vous les lire. En fait, ce sera plus facile et ça ira plus vite parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça que j'ai peur de galérer sur les résumés et d'être nulle en fait. Laissez-vous porter par les vents à bord de l'héliotrope pour un voyage inoubliable. Des îles suspendues jusqu'aux profondeurs de la Terre, accompagner son équipage de pirates aux côtés de la jeune Prudence à la recherche de la mystérieuse cité impossible des alchimistes et de leurs secrets oubliés. Et ben ça résume vachement bien finalement. Qu'est-ce que j'ai aimé dans Steam Sailors? Et ben déjà tout l'univers est, je trouve, hyper bien construit. C'est un young adulte donc ça se lit hyper bien et hyper vite. Je vous avoue que l'édition intégrale est quand même assez mastodonte, mais en vrai je vous assure que ça passe comme une lettre à la poste. J'ai trouvé que l'univers était hyper fourni et très bien développé. C'est peut-être ce que je peux le plus reprocher entre guillemets aux young adultes, c'est que l'univers parfois est quand même, on passe dessus brièvement, vous voyez, ça manque un petit peu de développement et là je trouvais qu'il y avait un juste milieu entre l'action qui se déroule et qui est quand même assez rapide, qui est un peu typique du genre young adulte, et tout ce développement de l'univers, parce qu'en plus vu que c'est une trilogie, on a bien le temps vraiment de penser tous les lieux et d'aller vraiment jusqu'au bout de l'idée de l'autrice et j'ai trouvé ça hyper cool. C'était vraiment très engageant, l'univers des pirates dans les airs avec de la magie. Prudence, elle est hyper touchante, franchement j'ai beaucoup aimé ce personnage. Elle est pas cliché mais elle est au bord je trouve parce que c'est une petite femme toute frêle et qui paye pas de mine à première vue et au final bon bah voilà elle est archi badass, enfin pas archi badass mais en fait elle s'avère être une clé essentielle à toute cette histoire d'alchimiste, j'ai envie de vous dire. Mais après bon, c'est la personnage principale de l'histoire donc on peut pas lui enlever ça finalement. Je l'ai trouvée hyper attachante, elle en fait pas trop, elle est dans la communication, elle essaye de comprendre tout ce qui se passe autour d'elle, elle a une intelligence humaine je trouve dans le sens où elle arrive à capter les sentiments et les émotions des gens qui l'entourent et pareil les personnages qui gravitent autour d'elle sont tout aussi cool, c'est principalement les pirates évidemment, ils sont archi attachants et j'ai bien aimé du coup cette idée un peu de anti-héros vous voyez, puisque de base les pirates c'est les méchants qui tapent sur les autres et au final il s'avère que pas du tout et oui ils ont un code de la piraterie qui est un petit peu brutal et effectivement ça reste des pirates mais c'est des pirates qui sont plutôt sympathiques somme toute. C'était un plaisir de suivre toute leur aventure, de suivre l'évolution de chacun, de découvrir l'histoire des personnages secondaires aussi, ça c'est très chouette puisqu'on pousse un petit peu quand même dans l'histoire des persos secondaires et ils sont pas tout aussi développés mais presque. Ils prennent en tout cas une part hyper importante de l'histoire, ça ne tourne pas autour de Prudence, sans les gens autour d'elle ne pourraient rien faire finalement. C'est tout cet esprit communautaire et d'entraide générale qui m'a beaucoup plu. Franchement j'en garde un excellent souvenir même si je pense que je me rappelle pas de toutes les péripéties parce qu'il s'en passe beaucoup en 3 tomes et qu'en plus je l'ai dévoré en très peu de temps. Je pense que je me rappelle pas de tout mais en tout cas ça reste encore assez frais dans ma tête malgré tout. Donc voilà, si vous aimez l'univers steampunk avec des pirates qui sont méchants mais pas trop, ils ont un bon fond vous voyez, avec une perso principale qui se laisse pas marcher sur les pieds mais qui en reste tout de même humaine, avec une histoire de magie, avec des alchimistes, avec une quête hyper chouette qui vous emmène aux confins de la Terre et même du ciel d'ailleurs. Et bah écoutez, n'hésitez pas, je vous conseille très fortement Steam Sailors. À la 10e place, c'est un livre que je n'ai pas encore en physique puisque je l'ai écouté, mais croyez-moi bien que je vais me le procurer en physique à un moment donné quand j'aurai trouvé une jolie édition qui me plaît. Il s'agit du portrait de Dorian Gray écrit par Oscar Wilde. C'est l'histoire de Dorian Gray qui va se faire peindre par son ami Basil. Il est hyper candide et il est riche aussi, soit dit en passant. Un ami de Basil qui s'appelle Henry something, on va l'appeler Henry, ce bon vieux Henry, n'est-ce pas? Donc Henry va voir le portrait de Dorian, il va vouloir le rencontrer et un peu lui inculquer sa propre philosophie de la vie qui n'est pas très recommandable si je peux me permettre. Il va donc se faire un petit peu retourner le cerveau par Henry et il va se rendre compte que sa beauté actuelle elle est éphémère et qu'au fur et à mesure du temps son image va se ternir
dormir et ça le panique totalement. Donc il va demander à ce que lui conserve l'image de son portrait et que son portrait vieillisse à sa place. Écouté par une magie qui sort d'on ne sait où, son vœu va être exaucé, donc il va conserver cette face juvénile et beautiful et son portrait va vieillir à sa place. Sauf que vu qu'il s'est fait un peu corrompre par Henri, il va commencer à vivre une vie complètement de débauche et d'excès en tout genre. Ça va peut-être l'amener quelque part où il devrait pas aller finalement. Et je vais m'arrêter là pour le résumer. Pourquoi ce livre se retrouve dans le top 10? Tout simplement parce que j'ai trouvé que l'écriture et la plume étaient vraiment, comment dire, c'était envoûtant. Vous voyez, genre vraiment je me suis fait envoûter par cette histoire, j'étais vraiment prise dans le texte. Je vous avoue, hormis les grandes lectures de Henri qui nous fait toute sa philosophie de vie qui est pas, comme je vous l'ai dit, hyper recommandable encore une fois. J'avoue qu'il y avait des monologues parfois qui étaient un peu longués, mais hormis ça, très honnêtement, la plume est juste sublime, il y a des tournures de phrases qui sont trop belles. Ça donne vraiment envie de continuer et de poursuivre, on est un peu comme emporté dans cette histoire. Et puis on a aussi envie de savoir ce qui va advenir de Dorian qui est en train de s'enfoncer dans les ténèbres. Vraiment le gars il passe du mauvais côté de la force, mais plus. On se rend compte qu'il y a toute cette histoire avec ce portrait qui est en train de prendre de l'ampleur. Et là, pour le coup, on a vraiment un tournant psychologique qui est, je trouve, hyper intéressant à suivre. Je mets d'un côté le crime et châtiment. J'ai vraiment été prise dans tout ce côté psychologique d'évolution du côté du mal qui l'emporte. Et vraiment, il y a cette contrebalance avec le bien. Et je trouve que l'image est intéressante puisque d'habitude, la beauté, la pureté, ça englobe un tout. Vous voyez, ça englobe le bien. Et il y a toute cette histoire de lumière, en fait, d'un côté. Et de l'autre côté, il y a tout ce qui est moche, sombre, une image très manichéenne finalement. Et là, j'ai bien aimé que justement tout soit un petit peu mélangé et que cette face, donc cet aspect vraiment visuel hyper beau, juvénile, et au final ça renferme une noirceur et quelque chose de très mauvais et que vraiment les apparences sont parfois trompeuses. Et là pour le coup c'est réellement le cas. Et je me suis aussi renseignée justement sur l'histoire d'Oscar Wilde. Il a été marié, il a eu des enfants il me semble, et au final sa femme est partie parce qu'il y a eu un scandale autour d'Oscar Wilde. Il était en procès parce que il était homosexuel, ou en tout cas il était bisexuel, et il y a eu un petit peu des affaires avec un homme et ça l'a mis dans la sauce. Et on retrouve un peu cette ambiguïté, je trouve, dans le portrait de Dorian Gray, cette adoration finalement de la beauté, cette adoration de l'excès. Dorian Gray est un homme qui est complètement adoré par Basile, donc on a peut-être cette histoire aussi un peu ambiguë d'homosexualité, un peu non dite, parce que pour l'époque c'était scandaleux. C'est intense, c'est dramatique, c'est du déguisé, enfin vraiment c'est hyper appréciable. J'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Écoutez, je vous recommande, c'est un classique qui vaut le détour. À la 9e place, on retrouve les 2 premiers tomes de Pierre d'Angle. Vous allez voir, plus ça va, plus il va y avoir des sagas. Enfin déjà, j'ai déjà commencé avec Steam Sailor, vous allez me dire. Je vous fais une petite aparté. Mais j'avais vraiment envie cette année d'avancer dans mes sagas parce que j'ai plein de tomes 1 et ça me saoule parce que j'aime bien en fait les continuer de suite, avoir l'histoire fraîche dans ma tête et juste les continuer et les terminer si elles sont toutes sorties évidemment. Je me suis vraiment attelée à ça cette année, à essayer d'avancer sur mes sagas et je trouve que j'ai plutôt bien réussi. Là, il y a le 3 et 4 qui m'attendent pour l'année prochaine, mais en tout cas, ce sera lu et terminé pour sûr. Bref, aparté terminé. Je voulais vous parler de Pierre d'Angle, écrit par Pascal Kivigé aux éditions Rouergue. Je vais vous lire du coup le résumé du tome 1 pour qu'on avance. 2 ans que le jeune prince Thibaut sillonne les mers avec son équipage, fatigué et nostalgique, il se décide enfin à rentrer sur leur île natale, Pierre d'Angle. Mais pendant le voyage, une passagère clandestine se glisse à bord. Avec elle arrivent la lumière et la tempête. Et après, on nous dit, la saga du royaume de Pierre d'Angle est un voyage bouleversant au cœur d'une histoire, celle d'une île, de son peuple et de leurs secrets les mieux gardés. Premièrement, je trouve que ce premier tome est hyper intéressant puisque on arrive en plein milieu de leur périple maritime. Donc c'est comme si on arrivait un peu comme un cheveu sur la soupe dans l'histoire. Donc c'est, je trouve, très original. Et puis il y a quand même une bonne partie où ils sont en mer pour revenir à Pierre d'Angle avec déjà un enjeu politique à ce moment-là qui se fait. Et puis après, quand ils arrivent enfin sur leur île, on a la révélation entre guillemets de ce secret qui est un petit peu gardé et qui pèse sur l'île et sur tous ses habitants finalement. J'ai trouvé que le scénario était amené de façon plutôt originale somme toute. Les personnages sont super attachants tous autant qu'ils sont et ils sont, je trouve, plutôt bien développés. Là je parle pour le 1 et pour le 2. Forcément dans le 2 on développe encore plus, hein. C'est ça qui est cool, c'est qu'une fois que l'histoire est mise en place, qu'on arrive à Pierre d'Angle, que tout ce périple maritime nous a permis de découvrir tous les personnages, de comprendre qui ils sont, d'où ils viennent, leur aspiration, etc. Et on arrive dans Pierre d'Angle en les connaissant tous, ou du moins à peu près, et après on les voit évoluer dans ce second tome sur place avec toute cette malédiction qui pèse, tout ce secret
secret qui est présent. Je trouve que c'est vraiment hyper intelligemment amené. Comme je vous disais, pour le coup, les personnages, je trouve, sont tous très intéressants. J'ai beaucoup aimé les suivre, peu importe qui ils étaient. Thibaut, pour le coup, est hyper attachant parce que c'est un rayon de soleil en fait. Il rayonne ce mec. Il est hyper bienveillant, il est à l'écoute des autres et de ses propres émotions. Il est courageux, enfin vraiment, c'est un vrai Gryffondor le gars. Et à côté, on a Emma qui est du coup la clandestine. C'est vrai qu'on dit pas son nom, mais là, c'est la clandestine qui de base était une esclave qui se retrouve pareil à bord, qui est hyper inspirante parce que elle arrive à se sortir des situations, enfin pratiquement de toute situation. Elle a tellement été habituée à se battre pour sa survie que elle est devenue hyper astucieuse. Elle a accumulé plein de savoir. Elle est hyper courageuse, pareil. Les deux ils font d'une pierre deux coups. C'est vraiment des personnages qu'on ne peut que aimer en fait et auxquels s'attacher finalement. Il y a beaucoup de représentation et de diversité dans le livre et ce que j'aime vraiment dans ce genre de choses, c'est la façon de faire dans le sens où, comme c'était pour le prieuré de l'Oranger, oui, il y a des gens de couleur, oui, il y a des gens homosexuels, oui, il y a des gens, je sais pas moi, qui ont d'autres trucs. Et on n'en fait pas tout un foin et juste c'est comme ça et point barre, merci, bonsoir. Là on met quand même un petit peu la note sur le racisme parce que Emma est noire et je pense que les gens de Pierre d'Angle n'ont pas été habitués à avoir des personnes de couleur et du coup on en fait un peu tout un foin. Il y a quelques réflexions sur ça, mais je trouve que c'est bien amené et c'est justement pour défendre sa cause et pour montrer du doigt le racisme qui n'a pas lieu d'être finalement. Pareil, on a du sexisme, alors du sexisme envers les femmes, mais aussi du sexisme envers les hommes puisqu'il y a un personnage qui veut être accoucheuse et commencer par ça, sauf que c'est un métier de femme de base et cet homme est pas bien vu dans toute cette communauté et du coup c'est un sexisme inversé mais qui fait aussi réfléchir sur ce genre de choses. Je vous ai pas précisé que c'était un livre jeunesse ou du moins adolescent, je ne sais pas à quelle catégorie exactement. Je trouve qu'il y a des thématiques qui sont hyper intéressantes pour amorcer justement toutes ces réflexions. C'est hyper bien fait, on a envie de continuer, on a envie de suivre les personnages, on s'attache à tout, on est pris dans l'histoire. Franchement, let's go quoi. Et je remercie du coup Lucie de Lucie Alu parce qu'elle nous a fait une propagande de malade et que ça a fonctionné. Merci Lucie d'avoir fait découvrir ce livre et merci en règle générale de nous en avoir parlé parce que je pense qu'elle a converti beaucoup de personnes à Pierre d'Angle et à juste titre, c'est vraiment un texte de qualité hyper intelligent que je vous recommande très chaudement. À la 9e place, on a La ballerine de Kiev de Stéphanie Pérez aux éditions, c'est une très bonne question, Récamier. Je vous lis le résumé. Dès les premiers jours de février 2022, à l'image de l'Ukraine tout entière, les danseurs du ballet de l'Opéra national de Kiev sont happés par la guerre. Ceux-là même qui menaient une existence centrée sur leur corps et leur art découvrent la solidarité, la résistance, mais aussi la peur et la mort. Les corps parfaits sont mutilés, certaines amitiés brisées par la trahison. La guerre bouleverse les certitudes et pousse à faire des choix impossibles. Comment imaginer remonter un jour sur scène? Danser a-t-il encore du sens face à la barbarie? L'art est-il un moyen de résister et de défendre son identité? En racontant l'histoire de Svitlana et de Dimitro, un couple d'étoiles amoureux à la ville comme à la scène, Stéphanie Pérez rend grâce au parcours de ces civils qui n'ont pas choisi la guerre, mais se sont découverts patriotes prêts à tous les sacrifices pour sauver leur nation. Autant d'hommes et de femmes qu'elle a croisés lors de ces 2 années de reportage sur le sol ukrainien. Inutile de vous préciser que ce livre m'a bouleversée. Vraiment, j'ai chialé tout ce que je pouvais à la fin. C'était très intense et je vous avoue que rien que d'en parler, je sens, vous savez, la petite émotion là qui me... forcément, ça ne peut que me plaire parce que si vous ne le savez pas, je vous le dis ici, mais la danse, c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur puisque au-delà d'être une passion, c'est aussi mon métier. Je suis prof de danse et aussi danseuse dans une troupe. Donc évidemment que c'est une thématique qui me touche et je les comprends en fait, d'autant plus même si je ne suis pas danseuse professionnelle et je pense que je suis loin de pouvoir accéder à l'Opéra de Paris parce que je fais pas du classique déjà, mais bon bref, c'est un autre sujet. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'on partage quand même cet amour de la danse qui est quelque chose d'essentiel pour nous et qui est un peu notre oxygène, vous voyez. Le fait d'avoir tout ce contexte de guerre qui en plus est une réalité, ce n'est pas fictif et je pense que c'est ça qui est d'autant plus impactant, c'est qu'on arrive à se projeter et à se mettre à la place de ces gens et se dire que ça a vraiment arrivé en fait et ça continue d'arriver puisque cette guerre n'est pas finie et c'est d'autant plus pour ça, je vous avoue, que le livre est impactant et extrêmement émouvant parce que nous on arrive sur une fin effectivement qui est quelque peu porteuse d'espoir, mais ce n'est pas une fin en soi puisque la guerre actuellement n'est pas terminée et ça rend les choses vraiment fort et intense. C'est ce que le résumé disait très bien. Ça pose des questions sur la danse, sur l'art en règle générale. Est-ce que ça a encore lieu d'être dans un contexte de guerre où tout est détruit, où les gens sont en souffrance, où il y a beaucoup de détresse? Quelle est la place de l'art et de la danse dans tout ça? Est-ce que vraiment ça apporte un certain exutoire? Est-ce que ça apporte de l'espoir? Est-ce que ça apporte de la beauté dans tout ça? Est-ce que ça apporte une sorte de bulle dans le quotidien qui est terrible? C'était vraiment un récit hyper puissant, hyper fort. Même si la danse c'est pas quelque chose qui vous touche outre mesure, je pense
pense que c'est un récit qui peut quand même vous toucher parce que ça parle de l'art en soi et peut-être que vous, votre art, c'est autre chose que la danse, mais je pense que chacun a sa propre sensibilité. Je pense que c'est important de donner une voix à ce genre de récit et de la force parce que ce monde est fucked up complètement. Entre la guerre à Gaza, entre la guerre en Ukraine, entre l'émergence de l'extrême droite, enfin vraiment c'est terrifiant et je pense que donner de la force à ce genre de récit et en parler autour de nous, ça ne peut que faire du bien, même si je sais que je suis pas la première à le faire, hein. Clairement j'ai des collègues qui le font beaucoup mieux que moi et de façon beaucoup plus régulière. C'est mon moyen d'apporter ma pierre à l'édifice pour donner de la force à ce genre de récit, pour donner la force à l'autrice qui a eu le courage de passer 2 ans en Ukraine aussi pour faire un reportage. Bah, franchement let's go, allez-y, je vous le conseille fois 1000. Et prenez vos mouchoirs parce que ça brise le cœur et c'est criant de vérité et de beauté aussi malgré tout. La nuit tombe petit à petit, vous avez vu. C'est terrible. Ah, la 7ème place, je crois que je me suis trompée, je sais plus où on en est. Je crois que c'est la 7ème celle-ci. On retrouve Watership Down. Au scénario, on a James Stern. Le dessin est de Joe Stuffin. Lettrage de Léopold Prudhomme. Traduction de Pierre Clincard, et Hélène Charrier. Aux éditions Monsieur Toussaint Louverture, évidemment. Regardez déjà cet objet absolument sublime. Là, c'est une adaptation du roman en BD. C'est tout colorisé, c'est juste... Ah, la petite cage, j'avais oublié. C'est juste sublime. J'ai vraiment adoré redécouvrir parce que ça a été pour le coup une relecture, j'ai mes cheveux coincés dedans, ça a été une relecture de Watership Down que j'avais déjà lu en roman qui se trouve juste là. Pour le coup les dessins m'avaient vraiment subjugué, je trouve ces petits lapins vraiment trop kiki et j'avais extrêmement envie déjà de donner de la force à cette maison d'édition qui, vous le savez maintenant, est ma préférée ever. Je vous lis l'histoire. C'est dans les forêts de collines verdoyantes et idylliques que se terrent parfois les plus terrifiantes menaces. C'est là aussi que va se dérouler cette vibrante odyssée de courage, de loyauté et de survie menée par le valeureux Hazel et le surprenant Fiver, je ne sais pas comment ça se prononce. Dans ma tête, je crois que je disais Fever. Une poignée de braves choisissent de fuir l'inéluctable destruction de leur foyer. Prémonition, malice et légende vont guider ces héros face aux 1000 ennemis qui les guettent et leur permettront peut-être de franchir les épreuves qui les séparent de leur terre promise, Watership Down. Mais l'aventure s'arrêtera-t-elle vraiment là? Sur le papier, ça peut ne pas payer trop de mine finalement, parce qu'on se dit ouais ok on va suivre des lapins qui migrent d'un endroit à un autre, et bien figurez-vous que c'est une superbe aventure. On retrouve tout dedans, que ce soit de l'action, de l'amitié, de la peur, de l'amour, de la joie, de la fratrie, du partage, de l'entraide. C'est hyper beau, c'est hyper touchant. En plus que ce soit des petits lapins tout kikimimi, et ben c'est d'autant mieux. Il me semble que je n'ai entendu personne dire du mal de Watership Down une fois lu. Tout le monde dit de base que effectivement ça ne paye pas de mine et qu'on se demande un peu dans quoi est-ce qu'on va s'embarquer, mais vous vous doutez bien que si ce livre est autant réputé, qu'il y a eu une adaptation en BD et que il me semble qu'en Angleterre c'est quand même un gros monument, vous vous doutez bien que c'est pas pour rien et que ce que vous allez y découvrir vaut le coup finalement. Ce qui est trop chouette aussi, c'est que vous avez tout un lore autour de la culture des lapins. Donc ça, je vous avoue, je m'y attendais pas. Et si, là je m'y attendais, mais quand j'ai découvert le roman, je m'y attendais pas. Et du coup, c'est hyper bien retranscrit ici. Les lapins, en fait, ils ont une sorte de religion où ils croient à un dieu lapin un petit peu farceur. On a toutes ces histoires qui sont racontées autour de ce lapin dieu qui guide tous les autres lapins. Et j'ai trouvé ça super chouette d'avoir toutes ces backstories et toutes ces légendes racontées et tout ce lore développé autour de ce périple et autour de la culture des lapins finalement. C'était trop chouette. Les petits lapins sont hyper touchants, tous à leur façon, ils ont tous leur rôle, leur personnalité qui est bien développée avec du coup des noms qui sont assignés un petit peu en rapport avec soit la personnalité, soit leur trait physique. Encore une fois, il y a plein de sujets qui sont traités, que ce soit la tolérance, la dictature et le courage de croire en soi, de croire en ses actions. Il y a toute cette question de domestication de l'animal, enfin bref, ça traite de vraiment beaucoup de sujets et je trouve que c'est hyper complet. D'autant plus ici dans cette version là spécifiquement très beau parce que encore une fois je vous le redis, mais les dessins sont vraiment sublimes, la colorisation est trop belle. Je pense que je le relirai avec grand plaisir et si vous ne l'avez pas encore découvert, eh bien je vous le conseille très fortement, que ce soit dans cette version-ci qui est effectivement un petit peu écourtée parce que on ne peut jamais retranscrire l'entièreté d'un roman écrit en roman graphique évidemment, que ce soit le roman en soi ou celui-ci, franchement allez-y parce que je pense que vous ne serez pas déçus, ça c'est une certitude. À la 6ème place, on retrouve le premier tome des Sentiers des Astres qui s'appelle Manèche, écrit par Stéphane Plateau aux éditions Les Moutons Électriques qui malheureusement ont fermé. Je n'avais pas lu ce livre avant et quelle grossière erreur les amis, je vous le dis, ce livre était incroyable. Pourquoi? Parce que la plume est sublime. J'ai rarement, voire jamais eu cette sensation que on me racontait un conte, c'était merveilleux et j'ai oublié de vous lire le résumé, je vais le faire de suite, bougez pas. Quelque part dans la nordique forêt du Yantrir, les gabarres du capitaine Rana remontent le fleuve vers les sources sacrées où réside le roi d'Iseur, l'oracle dont le savoir pourrait inverser le cours de la guerre civile.
à bord une poignée de guerriers prêts à tout pour sauver leur patrie. Mais qui, parmi eux, connaît vraiment le dessein du capitaine? Même le barde, son homme de confiance, n'a pas exploré tous les replis de son âme. Et lorsque les bateliers recueillent un moribond qui dérive au fil de l'eau à des milles et des milles de toute civilisation, des nouvelles questions surgissent. Qui est le bâtard? Que faisait-il dans la forêt? Est-il un danger potentiel ou au contraire le formidable allié qui pourrait sauver l'expédition et l'anéantissement pur et simple? C'est un récit entrecroisé. On a d'un côté l'histoire de Manèche qui est appelé dans le résumé le bâtard, c'est un de ses surnoms, et l'histoire de cet équipage qui vogue vers les terres du roi d'Isère. Et donc ce récit est entremêlé et je vous avoue que le récit qui m'a le plus subjugué c'est l'histoire de Manèche évidemment. Et le résumé prend parti de mettre l'accent sur l'histoire de l'équipage, ce qui est logique puisque l'histoire de l'équipage c'est un peu dans le présent et Manèche nous raconte toute son histoire, mais c'était tellement bien que j'avoue que c'est ça qui prime dans ma tête. Bref, je m'égare. Pourquoi j'ai adoré? Comme je vous le disais, je trouve que la plume est sublime. Je n'ai jamais lu une plume comme ça. Je n'avais jamais lu de Stéphane Plateau et c'est certainement pour ça aussi. Si vous en avez déjà lu ou si vous avez déjà lu Le Sentier des Astres, je pense que vous savez de quoi je parle puisque j'en ai parlé à plusieurs personnes après coup et tout le monde m'a confirmé cette intuition que j'avais en quelque sorte que vraiment la plume elle nous transporte. J'avais l'impression d'être devant Père Castor racontant une histoire et que j'écoutais parce que du coup je l'ai lu un petit peu mais principalement écouté et c'était mais délectable à souhait. J'avais l'impression d'être une enfant à qui on racontait une histoire féerique, c'est pas vraiment le mot parce que c'est pas hyper féerique, il y a quand même beaucoup de parts sombres, mais vraiment cet aspect conte qui vous transporte et vous emmène vraiment, vous embarque, ça vous prend par la main et ça vous emmène vers d'autres endroits dont vous ne penseriez même pas en fait. Et l'univers est tellement bien développé, c'est tellement bien construit, on sent que l'auteur il a toute son histoire en tête et il y a 4 tomes il me semble de ça et vraiment on a les prémices de ce qu'on pourrait avoir mais c'est tellement grand déjà. Il y a des histoires de Dieu, des histoires de traversée du monde, il y a une part très sombre et une part très claire et on est vraiment à mi-chemin entre tout ça. Vraiment ça nous transporte et j'ai l'impression que je vous dis de la grosse merde, je suis désolée. C'est hyper dur je trouve de mettre des bons mots sur ça, mais que ce soit du côté Manèche ou du côté de l'équipage, on a envie de savoir où ça va et je pense que c'est ça qui nous tient et qui fait que ça coule vraiment tout seul. Pour vous dire, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à le lire. C'est Pénélope de la chaîne de Plop qui me l'avait offert pour mon anniversaire en 2023 il me semble. J'ai vraiment mis du temps à vouloir l'aborder parce que j'avais peur que ce soit trop dur en fait à rentrer dedans. Je sais pas pourquoi mais la plume me faisait peur, le texte me faisait peur, l'univers me faisait peur, c'est un grand mot mais j'avais un peu d'appréhension. J'avais l'impression que ça allait être difficile et en fait absolument pas, mais vraiment, quelle erreur, quelle erreur. Ça a été d'une fluidité, on m'a pris la main, on m'a tiré et je n'ai eu aucune résistance. Genre vraiment, ça s'est fait tout seul, c'était délectable à souhait. J'ai adoré. J'ai même commandé au Père Noël le 2 qui m'a gentiment été offert du coup par ma famille et je les remercie très fortement. Et j'ai trop hâte de commencer ce deuxième tome et de continuer et de me replonger surtout dans cette plume qui est enchanteresse. Genre vraiment, j'ai trop aimé, c'était trop bien. Je vais m'arrêter là parce que je vois que sur mon compteur ça fait déjà 5 minutes et quelques et j'ai envie d'avancer. Si vous avez plus ample détail vous de votre côté, parce que je trouve que j'en ai très mal parlé, je suis désolée. Et si vous de votre côté en commentaire vous avez des choses à rajouter que je n'ai pas dites, ou si même moi je pense à autre chose, je vous l'écrirai, ou si vous voulez qu'on échange dessus, mais surtout n'hésitez pas. En tout cas vraiment si vous avez peur, si vous avez des a priori sur cette saga, n'en ayez plus, j'ai envie de vous dire, parce que ça vous prend par la main, ça vous emmène et ça ne vous lâche pas. Et c'est enchanteur, c'est féerique, c'est incroyable, j'ai adoré ma lecture. Bon, j'ai dû allumer les lumières parce que entre-temps mon amoureux est rentré. On a pris un petit temps pour discuter, tout ça. Et la nuit est tombée parce que bah, c'est l'hiver. Voilà. Donc on allume les lumières somme toute. C'est pas très grave finalement. Je crois qu'on en était au numéro 5 me semble-t-il. Et il s'agit de la suite et fin de la saga de Dune de Frank Herbert, publiée chez Robert Laffont. Je vous accorde que c'est plutôt surprenant qu'elle se retrouve là finalement. Au vu de la vidéo que je vous avais fait quand je vous avais parlé du 1, que je vous ai dit que Frank Herbert et moi ça partait pas du bon pied et que je trouvais que c'était une écriture très élitiste. J'ai complètement changé d'avis, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis comme on dit. Je vais poser ça et on n'en montre que un, le bleu, parce que j'aime bien le bleu, c'est joli. Je ne vais pas vous faire un résumé parce que bah, j'en ai quand même dédié une vidéo entière sur ma chaîne et c'est quand même rare les vidéos dédiées à un livre sur cette chaîne. Déjà c'est rare les vidéos tout court. Alors les vidéos sur un livre, autant vous dire que ça ne court pas les rues par ici. Et puis en plus au vu du monument que c'est, bon. Voilà, bref. J'aimerais juste vous préciser, parce que ça je ne savais pas, et je crois que c'est quand même intéressant de le préciser quand on a lu toutes les sagas, enfin du coup quand on s'apprête à la lire, pardon, c'est mieux comme ça. On est sur une sorte de saga triptyque, dans le sens où effectivement la saga de Dune, celle-ci, parce qu'il y en a plusieurs, mais celle-ci comporte 6 tomes. Dans les 6 tomes, considérez qu'il y a 3 cycles en fait. Vous avez le premier et le deuxième qui correspondent, je trouve, encore une fois c'est pas établi et j'ai lu ça nulle part, c'est juste que moi je ne le savais pas, et en lisant j'ai été
quelque peu surprise parce que je trouve, encore une fois c'est mon point de vue, qu'on a 3 cycles différents. Le premier et le deuxième représentent un premier cycle, le 3 et le 4 un deuxième, et le 5 et le 6 un dernier cycle. Évidemment, il y a des fils rouges qui se suivent dans tous les cycles, mais il y a vraiment cette histoire de passation avec des énormes bonds dans le temps et des personnages principaux qui peuvent changer, qui peuvent être amenés à être secondaires finalement dans le cycle d'après. J'ai trouvé ça hyper intéressant comme façon de fonctionner dans la saga dans son entièreté, parce que déjà c'est assez rare je trouve finalement d'avoir une saga qui est un petit peu scindée comme ça en 3. Et au final en fait c'est ça qui est bien, c'est que vu qu'il arrive à se détacher entre guillemets de ses personnages, et ben on évolue vraiment énormément dans l'univers, on évolue énormément dans l'histoire globale, plutôt que vraiment se concentrer sur des personnages principaux, oui et non, enfin des personnages tout court d'ailleurs. Pour vous faire une métaphore, c'est comme si on avait une grosse horloge et que à certains moments on avait le point de vue d'un engrenage spécifique, mais que l'horloge elle continue de tourner et qu'il y a d'autres engrenages dans cette horloge qui fonctionnent et qui font fonctionner le tout. Et du coup c'est chouette parce que en fonction des cycles, on zoome sur différents engrenages de toute l'histoire globale. J'ai du mal à parler là, la reprise est dure. Donc ouais, je trouvais ça trop chouette, cette façon de faire, je trouve ça très original. Pareil, j'ai vu ça nulle part ailleurs, non pas que j'ai lu toutes les sagas du monde, évidemment que non. Mais en tout cas, dans moi personnellement, ma culture littéraire et de ce que j'ai lu jusqu'à maintenant, je n'ai jamais eu ce genre de choses, donc je trouvais ça très atypique, très cool, et je trouve que ça ouvre le champ des possibles, donc c'est ça qui est trop bien, c'est que plus on lit, plus on se rend compte que ça va loin. Il n'y a pas nécessairement de limite parce que il est fait tomber en ne s'attachant pas à ses personnages, mais plus en suivant sa trame narrative qui peut, elle, pour le coup, perdurer sur des milliers et des milliers d'années, et c'est le cas en somme. Donc c'était hyper intéressant d'avoir toute l'évolution de tous les personnages, de voir jusqu'où Frank Herbert a poussé son histoire. J'ai adoré me faire mener par le bout du nez parce que je savais pas du tout où est-ce qu'on allait et je voulais pas du tout le savoir, moi je me laissais juste transporter, et c'est ça qui était d'autant plus agréable, c'est que vraiment je me suis laissée guider à travers toute cette histoire qui dure, et c'était trop cool d'avoir toutes ces questions soulevées. Je trouve qu'une fois qu'on est dedans et qu'on est pris dans l'histoire, et ce que je critiquais dans un premier temps, dans le sens où je trouvais ça, je trouvais que c'était une écriture très élitiste, qui était assez sélective parce que je trouvais que c'était pas accessible, et justement je trouve que au fur et à mesure on s'y fait, et limite on s'y attache parce que ça donne une sorte de signature à la saga. Je n'ai pas lu les autres Frank Herbert, donc pour moi j'associe ça à Dune, mais je trouve que sa plume et la façon qu'il a de raconter, avec les noms très spécifiques, avec tous les bonds dans le temps, ça donne une identité propre à Dune, et je trouve ça vraiment hyper cool parce que quand on se plonge dedans, on reconnaît en fait la patte, on reconnaît tout cet univers, et c'est un plus. C'est comme quand je vous parle de certaines adaptations graphiques, donc de romans au graphique, où pour le coup je trouve que la patte visuelle apporte vraiment une plus-value à l'histoire. Et là je trouve que Frank Herbert a réussi un petit peu cet exploit, même si c'est un grand mot, mais vous comprenez ce que je veux dire, d'ajouter une certaine patte supplémentaire à l'histoire sans pour autant ajouter des dessins, et on sait dans quoi on va, on sait dans quoi on est plongé, parce que les noms atypiques, parce que la façon de raconter, parce que la façon de parler des gens, et il y a tout ça, tout cet univers auquel il est vraiment très fidèle, et il a réussi à tenir ça de bout en bout, qui fait que c'est vraiment passionnant, et qui fait qu'on sait où on met les pieds, et c'est hyper agréable de suivre tout ça. Je pense que le tome 3 reste l'un de mes préférés. J'ai vraiment beaucoup aimé le tome 3 parce que c'est là où on comprend, entre guillemets, cette espèce de tournant qui se fait. J'étais hyper surprise par ça et je me suis dit, ok, en fait, ça va aller trop loin et du coup, c'est trop bien. Et oui, pardon, c'est ça que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que je trouve qu'on peut faire aisément, en fait, des parallèles avec notre société actuelle. Encore une fois, sur le traitement des femmes, sur le pouvoir qu'exercent les gens sur d'autres personnes, jusqu'où ça peut aller. Si on a cette sorte de pouvoir, là, je parle pas de pouvoir magique, entre guillemets, mais par exemple, le président de la République, il a certains pouvoirs que nous, petits citoyens lambda, nous n'avons pas par exemple. Voilà, moi je vous parle de ce genre de pouvoir. Quand on a ça entre les mains, jusqu'où ça peut aller, qu'est-ce qu'on peut utiliser, pourquoi faire. Après effectivement ça part excessivement loin et les questions qui se posent sont propres à l'univers aussi, mais c'est tout aussi intéressant. En vrai on n'est pas obligé de faire une introspection à chaque fois comparée à notre monde, même si comme je vous le disais il y en a. Ça pousse la réflexion même au-delà de ça et c'est hyper intéressant. Franchement j'ai adoré ma lecture, c'était hyper plaisant, j'y retournais avec grand plaisir et je l'ai écouté aussi en partie,
et c'était tout aussi agréable en audio. Encore une fois, Père Castor accompagne l'histoire, moins que Manèche, mais tout pareil, vu que c'est quand même une identité très forte, je trouve, d'une, et ben c'est encore plus appréciable d'écouter ça, et vraiment ce bonheur d'écouter quelqu'un qui nous raconte l'histoire, c'est trop cool. Je vous le conseille très fortement si vous n'avez pas peur des sagas denses, parce que je vais pas vous mentir, c'est quand même archi dense, là pour le coup, vraiment vous plongez pas dans style Sailors par exemple. On est vraiment sur de la littérature adulte, mais c'est accessible malgré tout. Je trouve que le premier, je reste sur mon avis, je sais pas si je le relirai un jour, mais je reste sur mon avis que effectivement le début peut paraître un petit peu inaccessible, mais je vous assure que quand on continue, et une fois qu'on a compris et qu'on a les codes entre guillemets de Dune, bah, ça va tout seul, enfin en tout cas ça va beaucoup mieux que dans les premiers temps. Et puis ensuite de toute façon l'action elle continue, une fois qu'on est plongé dedans et que les bases sont posées, où là c'est un petit peu indigeste entre guillemets, l'action elle continue, ça y est, là on est parti, et puis on ne s'arrête pas finalement jusqu'au climax. Et voilà, dans tous les cas, ouais, si vous êtes chaud pour une saga dense qui vous transporte vers des confins auxquels vous n'aurez même pas pensé, je comprends clairement l'engouement, et je plus sois l'engouement pour le coup. Ensuite, ah là, j'ai l'impression que c'est sans fin. Je suis désolée, je vais essayer de faire au plus court dans le montage, mais waouh, j'ai l'impression que ça fait 3 heures que je tourne, c'est l'angoisse. 4e place de ce classement, on y arrive petit à petit, et je vais vous présenter Dracula de Bram Stoker aux éditions Calidor. Et quelle édition, mes aïeux, c'est sublime. J'adore ce livre, regardez-moi ça, c'est beauty. On a des illustrations à l'intérieur, les lettres manuscrites sont manuscrites, et chacun a sa propre écriture en fonction de qui écrit. Regardez-moi ça, c'est sublime. Je suis en amour. J'ai envie d'avoir toute la de Calidor. Regardez-moi Dracula qui court sur son mur là. Mais c'est trop beau, j'aime trop. J'adore. Je suis en amour. Je vous disais, avant d'être subjuguée par l'intérieur de ce livre encore une fois, que les éditions Calidor sont en train de rééditer là, plein de classiques. Notamment, j'ai vu hier à Cultura Frankenstein et Les Hauts de Hurlevent dans cette édition juste sublime. Je pense que ça va atterrir par ici, incessamment sous peu, en tout cas dans l'année 2026. Il y a de grandes chances. Bref, Dracula. Est-ce que c'est bien la peine que je vous résume l'histoire? Je ne pense pas, très honnêtement. On va s'épargner du temps de vidéo. Que vous dire, à part que, quelle fut cette découverte? J'ai vraiment adoré découvrir Dracula, que je n'avais toujours pas découvert, puisque, bah, je sais pas pourquoi, figurez-vous. Déjà, premièrement, je ne l'avais pas. Tout simplement, je l'avais pas en papier. Il était dispo en audio, mais je m'étais pas chauffée pour, parce que c'est quand même une sacrée pavasse, hein, je sais pas combien de pages il fait. 571 pages à peu près. J'avais pas nécessairement d'appréhension, comme je vous disais par exemple pour Manèche, même si effectivement j'avais entendu certaines personnes dire que c'était pas très accessible, mais après je sais pas si c'est parce que ils avaient une mauvaise traduction, ou alors bah, juste c'était pas le moment pour eux, enfin je ne sais pas, dans leur tête. Quoi qu'il en soit, j'y avais pas trop d'a priori, mais je savais pas trop où je mettais les pieds. Bon, il s'avère que bah déjà j'ai été agréablement surprise par le style, parce que je pensais que ça allait être un petit peu lourd, et en fait je trouve que pas du tout. Et ce qui est trop cool, c'est que bah, c'est très codifié comme à l'époque, dans le sens où c'est quelqu'un qui nous raconte l'histoire qui s'est déjà passée, et on a beaucoup d'échanges de lettres, mais il y a un mot pour ça, j'ai oublié. Épistolaire. C'est pas un roman épistolaire, mais on a beaucoup d'échanges épistolaires tout le long du livre, et du coup c'est ça qui est cool dans les éditions, c'est que bah ils écrivent et on a vraiment les typographies spécifiques à chaque personne. On y va du point de vue de chacun. J'ai été agréablement surprise par le style, en plus du style qui est fluide et construit très bien. Tout cet échange épistolaire apporte une certaine plus-value, parce que on est vraiment dans la tête des personnages. C'est eux qui expriment leurs émotions, qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont ressenti à ce moment-là, leur point de vue à eux. Et ce qui est cool, c'est que nous on peut recouper tous les points de vue de tout le monde. Donc ça c'est hyper bien, parce que c'est comme si on menait l'enquête avec eux, et on était vraiment inclus dans l'enquête au premier plan avec eux. Si vous n'avez pas compris jusque là, du coup c'est une bande de personnages qui mènent l'enquête autour de Dracula et qui veulent éliminer Dracula dans un contexte où bah, les gens n'y croient pas, donc faut un peu qu'ils fassent ça discretos quoi. C'était hyper cool d'avoir la genèse, même si c'est pas la genèse parce qu'il y a eu d'autres histoires avant, dont Carmilla que j'ai lu aussi cette année, qui était trop chouette et j'ai vraiment beaucoup aimé. Il est pas dans ce top, mais ça a été une très bonne lecture de cet été. Carmilla qui a inspiré Dracula entre autres, même si effectivement c'est pas le tout premier vampire de l'histoire, c'est quand même un monument entre guillemets de vampire. Enfin quand on pense vampire, on pense évidemment au conte de Dracula qui revient beaucoup, et à juste titre parce que c'est un excellent livre, et du coup c'est chouette de pouvoir vraiment mettre une histoire de A à Z derrière toutes ces adaptations qui ont été faites, et que personnellement j'ai jamais vraiment trop regardé. J'ai jamais vu Dracula en film, j'avais jamais tous les tenants et les aboutissants de cette histoire. Forcément comme tout le monde je connaissais les grandes lignes, mais voilà, ça s'arrête là. L'histoire nous tient en haleine tout du long, parce que comme je vous le disais, ces personnages ils mènent l'enquête pour essayer de piéger Dracula et qu'il arrête de tuer et potentiellement de tourner tout le monde en vampire.
C'est pas tourner, mais j'ai le mot turn en anglais. You turn into a vampire. Je suis vraiment une grosse connasse, ouais. Je déteste quand je fais ça. De transformer, c'est ça le mot? Transformer les gens en vampires? Bah parce que c'est pas pratique. Après, il y a plein de vampires dans Londres et tout le monde veut bouffer tout le monde. Bon, c'est pas ouf. Dracula est très malin et il a roulé sa bosse dans tous les sens sur tout le globe, donc il s'y connaît plutôt pas mal pour mettre en place des stratagèmes pour pouvoir jouir à outrance de ses pouvoirs et bouffer tout le monde concrètement. Donc du coup, ça rend l'enquête évidemment haletante parce que il y a plein de péripéties, vous vous doutez bien, il y a des rebondissements. Dracula, il se laisse pas attraper comme ça si facilement. Après, il faut le prendre comme un livre de l'époque, hein. C'est pas hyper avant-gardiste sur la femme dans la société. Bon, on repasse, voilà, le racisme gratuit, enfin bon, voilà. Dites-vous que ça reste un livre de je sais plus quelle année, mais bon, 1800 et quelques. Hein. Bon, je vois 1897, c'est la seule date que j'ai. Voilà, dans les années 1800. Bon, évidemment que ce n'est pas le même état d'esprit qu'en 2025. Vous vous doutez bien, c'est logique. Voilà, mettez ça de côté. Effectivement, ça fait pas plaisir quand on tombe dessus, hein, c'est pas hyper agréable. J'arrive personnellement à passer outre parce que je remets toujours le livre dans son contexte. Et effectivement, il y a des choses quand c'est trop poussé, et ben j'ai pas nécessairement envie d'être confrontée à ça. Et j'ai pas non plus envie de les mettre en avant. Mais là, pour le coup, je trouve que vraiment c'est un texte qui vaut le détour si vous ne l'avez pas encore découvert. Franchement, Dracula, c'est un classique incontournable pour le coup. Et c'est un pur régal de lire cette histoire. D'autant plus aux éditions Calidor qui ont fait un travail, encore une fois, je le répète, éditorial sublime. Donc n'hésitez pas. Je l'ai trouvé en occasion, moi personnellement, celui-ci. Donc il y a peut-être moyen que vous le trouviez aussi. Et puis sinon, vous pouvez soutenir la maison d'édition en l'achetant neuf, évidemment, si vous avez les moyens. Et ben pourquoi s'en priver, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, je vais arrêter de blablater sur ça. J'ai l'impression que je suis passée très brièvement, alors que ça fait déjà presque 10 minutes, moi personnellement, que je tourne sur ce livre. Je suis désolée si j'ai oublié de préciser certaines choses. J'ai adoré ma lecture, j'ai trouvé ça hyper haletant. J'étais 100% plongée dans l'histoire, j'avais envie de savoir où est-ce que ça allait. J'ai été au premier plan avec les personnages et vraiment je trouve que c'est une grande force de ce livre. Au-delà de juste découvrir le mythe de Dracula, qui est tout aussi agréable finalement de savoir vraiment ce qu'il en est et de comprendre un petit peu d'où vient tout cet engouement. Voilà. Allez, je m'arrête là. Et on arrive à la 3e place de ce classement, ça y est, on y est. Ça a été long. Je vais vous parler, je pense sans grande surprise, hein, encore une fois, de The Nice House by the Sea de James Tynion IV et Alvaro Martinez Bueno. C'est la suite tout simplement des 2 premiers tomes qui sont, hop, juste ici, de The Nice House on the Lake. Et du coup, on continue tout ce périple dont je vous ai déjà parlé en long, en large et en travers. Puisque à chaque fois qu'un livre sort, même si je vous fais une vidéo par an, je trouve le moyen de vous en parler dans cette vidéo. Donc je continue ma propagande et peut-être que ce sera l'occasion de passer plutôt brièvement sur ce livre-ci. Pour vous faire un récap, on est sur un huis clos avec une bande de personnes qui se connaissent, certains entre eux et d'autres pas du tout, qui ont un point commun, une personne qui s'appelle Walter, qui en fait s'avère ne pas être humaine, c'est un extraterrestre qui du coup les a enfermés dans cette maison, et autour de la maison c'est la fin du monde, tout le monde brûle, tout le monde meurt, l'humanité est détruite tout simplement, et on voit ces personnes évoluer dans la maison, prendre la nouvelle comme ils peuvent le prendre, et puis vous vous doutez bien que du coup on continue. Ça on dévoile un petit peu parce que du coup on a The Nice House by the Sea, donc on se doute que ce n'est pas la même maison que The Nice House by the Lake, because it's not by the lake, it's by the sea. Si c'est en 3e place, c'est évidemment parce que j'ai juste adoré, encore une fois, cette suite. Je retrouve tous les bons points que je vous ai donnés au préalable, c'est-à-dire une histoire hyper intelligente, hyper bien ficelée, hyper originale, avec des dessins qui sont toujours aussi chouettes, avec une colorisation qui est toujours tout aussi belle. Franchement, je kiffe trop. Regardez comme c'est beau ça. C'est comme si on était dans un jeu et qu'on suivait le jeu avec des gros plans sur les persos. Enfin vraiment, j'adore. Oh là là, mais les couleurs, regarde-moi ça. Là là, trop beau. Vraiment, c'est trop beau. Donc oui, pardon, je vous disais, du coup, les dessins trop beaux, la colorisation, j'adore. La patte, et je trouve, est trop belle. On continue d'avancer dans l'histoire, du coup, c'est encore plus prenant parce que y a des révélations qui sont faites dont on ne se doutait absolument pas, évidemment, en lisant le premier, voire même le 2e d'ailleurs. On avance petit à petit, on découvre, c'est comme une excellente série qu'on découvrirait, et en fait, à chaque épisode, on apprend quelque chose supplémentaire qui nous ouvre d'autres portes sur le scénario construit de base, et c'est trop bien, c'est trop intéressant. Je continuerai à suivre religieusement cette saga parce que je l'adore. C'est, je pense, de ce que j'ai chez moi, mon comics préféré, c'est pour dire. Enfin bon, est-ce que ça surprend quelqu'un? Pas tellement finalement, vu comment je l'encense à chaque vidéo. Vous savez, parfois les suites vous laissent un petit peu pantois, ou en tout cas il y a un petit goût de déception, et sachez que, en tout cas pour ma part, ce n'est absolument pas le cas. J'ai trop hâte de découvrir la suite, et je serai la première à l'acheter, ça c'est une certitude. Si vous ne l'avez pas encore découvert, je vous conseille très fortement de découvrir The Nice House on the Lake dans un premier temps, et de poursuivre avec The Nice House by the Sea, parce que ça ne vous décevra pas, et si ça vous déçoit, j'en suis fort confuse, mais normalement c'est bien, promis.
En deuxième place, si vous me suivez sur Insta, vous n'allez pas du tout être surpris. Pour ceux qui ne savent pas, je suis aussi sur Instagram. Je poste pas hyper régulièrement, hein. Bon voilà, je change pas une équipe qui gagne. Mais par contre, j'aime bien vous faire des petits récaps de mes lectures marquantes en fonction des saisons. Donc voilà, ça fait un peu plus d'un an maintenant que je fais ça. Avant, je faisais ça tous les mois, mais je trouvais que c'était un peu redondant. Et du coup, toutes les saisons, j'aime bien. Ça, voilà. J'aime bien ce format pour l'instant. À chaque saison, c'était dedans. Donc vous ne serez absolument pas surpris. Je ne fais pas durer plus suspense plus longtemps. Et bah oui, il s'agit de la collection des haïkus chez Seuil. Il y en a 4 ici et le reste du coup est là. Vous avez tout ça là. Il y en a encore 5 mais je vais pas tous les prendre. Autant vous dire que j'ai chopé presque toute la collection parce que je suis full fan. Vraiment, j'aime trop. Déjà, je trouve que les livres sont trop beaux. Regardez-moi la beauté de ces livres. Et ça, ce n'est que la couverture. L'intérieur est tout aussi beau, je vais pas vous mentir. J'ai mis du coup mes petits signets là où je trouvais que c'était mes pages préf. Hop, cette magnifique estampe avec un monde qui souffre sous un manteau de fleurs. Et voilà, et je trouve que c'est trop beau, que ce soit le texte ou l'estampe. Pour vous donner un ordre d'idée, chaque petit haïku, donc les haïkus c'est les tout petits poèmes ici, sont accompagnés d'une estampe dans cette collection. Et vraiment, j'adore ce truc. Je les ai tous bouffés. Tant qu'ils continueront à sortir ça chez Seuil, je serai la grosse pigeonne qui les achètera parce qu'en plus ces trucs ça coûte 20 balles, c'est archi cher. Les haïkus, qu'est-ce que c'est? C'est considéré comme de la poésie, sauf que contrario de notre poésie occidentale où pour le coup ça peut être quand même des grands textes qui s'épanchent avec forcément des rimes ou des alexandrins, etc. Là, le principe des haïkus, c'est de faire, je sais plus en combien de rimes c'est, très peu, 3 petites lignes max quoi. Mais vous voyez, en fait ça se résume à très peu de mots pour énormément de signification, ou en tout cas énormément de portes qui s'ouvrent sous les mots, et je trouve ça vraiment brillant en fait d'arriver à dire si peu de mots et de transmettre autant de choses, vous voyez. Et ce que j'aime beaucoup dans cette collection de plus, c'est que le fait de rajouter une estampe à ce peu de mots qui en disent déjà beaucoup, ça peut nous porter en fait vers une pensée, ou ça peut nous amener à quelque chose que le haïku voulait nous transmettre. Je trouve que c'est extrêmement poétique parce que c'est nous et notre propre interprétation de ces quelques mots. Qu'est-ce qu'on en tire à ce moment-là? On peut facilement faire le parallèle avec ce qui se passe dans notre vie, on peut facilement comprendre parce que les haïkus de base c'est Basho, il me semble, qui était un nomade qui se baladait dans la nature au gré de ses envies, et en fait il écrivait tous ses haïkus en fonction de là où il était, de ce qu'il voyait autour de lui, et il était hyper ouvert sur la nature, sur ce qui l'entourait. Je pense qu'il était très à l'écoute de lui-même, des gens, de la nature, du monde autour de lui. Je trouve que ça transmet cette sensibilité justement, et c'est ça qui me touche moi personnellement, c'est que c'est subtil mais ça en dit beaucoup malgré tout. Et c'est très beau, que ce soit dans la prononciation, non pas parce que c'est de la traduction, mais je trouve que le choix des mots est beau, et l'estampe est très belle, les couleurs sont très belles, et le livre en soi est très beau, et tout est beau. Ça me touche beaucoup plus que la poésie qu'on pourrait connaître classique. Je crois que c'est dans la vidéo la dernière qui est sortie sur mes lectures 2024, où je vous parlais du livre de Digli, je n'ai plus le nom en tête. Bon, c'est pas grave, où effectivement il y avait tout un travail de recherche en amont sur un recueil en fait de poétesses avec leur histoire, un dessin de Digli et certains de leurs poèmes, et j'ai adoré le côté histoire de la poétesse. Pourquoi est-ce que Digli les avait choisis, l'illustration qu'elle avait décidé d'affilier en fait à la poétesse. Mais je vous avoue que les poèmes, il y en a certains que j'ai bien aimés, hein, je dis pas, mais j'ai pas cet élan, vous savez, que les gens peuvent ressentir quand ils lisent de la poésie. Et bien pour le coup, je pense que j'ai trouvé mon truc, puisque ça oui, ouais, je suis transportée quand je les lis, vraiment ça me fait quelque chose, je ne saurais pas vous dire pourquoi. J'ai vraiment ma petite sensibilité personnelle qui est touchée. Si vous ne l'avez pas encore découvert, je vous conseille d'essayer les haïkus. C'est pas quelque chose qui est hyper connu, ou en tout cas moi j'en ai pas vu passer beaucoup sur les chaînes, voire pas du tout très honnêtement. Il n'y a pas que cette collection, hein. J'ai tous ceux de chez Seuil parce que j'adore le principe de mêler une estampe. Je trouve que les livres en soi sont vraiment très beaux. Là c'est du tissu, c'est relié, vous avez le signet qui va avec. Enfin voilà, je trouve que le travail éditorial vaut le coup, et moi personnellement c'est encore une fois les beaux livres, j'aime bien et ça me touche. Vous en avez au livre de poche des haïkus qui sont disponibles, vous en avez même en e-book, j'en ai lu aussi en e-book pour mon travail, enfin vraiment il y a moyen quoi. Donc écoutez, si ça vous chauffe et que vous pensez que c'est peut-être quelque chose qui pourrait vous toucher d'une façon ou d'une autre, écoutez, je vous conseille très fortement les haïkus, peu importe de qui, parce qu'il y a eu Basho, mais après il y a eu ses disciples, et puis je pense qu'il y en a encore aujourd'hui qui en écrivent. J'espère très honnêtement que ce n'est pas quelque chose de perdu, parce que c'est très très chouette et c'est hyper poétique pour le coup. Voilà. Et enfin, en numéro 1, premier coup de cœur de l'année qui n'a jamais été détrôné de toute cette année. Il s'agit de la saga Le Problème à 3 corps de Liu Cixin aux éditions Actes Sud.
mais quel bonheur ce truc. Oh non mais coup de cœur intersidéral, j'adore cette saga, c'était incroyable. Je triche parce que le premier tome, il me semble que je l'ai lu l'année dernière, mais j'ai lu le 2 et le 3 cette année. Incroyable. C'était passionnant, vraiment je n'ai pas d'autres mots. J'ai été passionnée du début à la fin, ça m'a transportée. Vous êtes, mais dans l'espace, genre vraiment c'est une histoire de zinzin qui va mais tellement loin, je ne pensais pas que ça pouvait aller aussi loin. Et je pense aussi que c'est dû à mon inexpérience de la hard SF. La hard SF, ça amène beaucoup de côté scientifique, c'est quelque chose que généralement je fuis dans mon quotidien, puisque moi je suis une littéraire de base. Je vous en avais déjà parlé, je pense, quand je vous ai parlé du problème à 3 corps. Dans mon récap de l'année dernière aussi, 2024, je vous disais du coup tout mon amour pour ce premier tome. Je suis pas sûre que j'avais lu à l'époque, je devais avoir lu le 2, mais pas encore le 3, je devais pas avoir fini. Et pour le coup, je vous ai déjà vanté les mérites de ce premier, et je continue de vous vanter les mérites du deuxième et du troisième, qui, vous avez vu, ne font que grossir. Vraiment, on part du postulat du premier, et puis après, bon voilà, vous voyez l'évolution, sans vous dire qu'il y a des choses à dire. C'est terrible, je suis désolée, je digresse, mais fort. Je vais vous lire le résumé. J'ai l'impression que ça fait 15 fois que je parle de ce livre déjà. Mais bon, une fois de plus finalement. Propagande, encore et toujours. Je vous le lis. Chine, fin des années 1960, alors que la révolution culturelle sévit dans tout le pays, un petit groupe d'astrophysiciens, de commissaires politiques et d'ingénieurs lance un projet de recherche ultra secret. Leur but, envoyer des signaux dans l'espace et établir avant toutes les autres nations, le premier contact avec une civilisation extraterrestre. 38 ans plus tard, le chercheur en nanotechnologie Wang Miao est témoin de phénomènes qui bouleversent ses conditions d'homme rationnel. Parmi eux, une inexplicable suite de nombres qui défilent sur sa rétine tel un angoissant compte à rebours. Je ne vais évidemment pas vous résumer le 2 et le 3e parce que ça vous spoilerait beaucoup trop, mais ce que je peux vous dire, c'est que là, le résumé que je viens de vous faire, imaginez-vous un entonnoir. Et dans cet entonnoir, le petit résumé que je viens de vous faire, c'est vraiment la pointe de l'entonnoir. Et en fait, toute l'histoire, c'est ça, genre vraiment, ça va tellement loin, que ce soit dans l'histoire en soi, que ce soit dans les années qui passent, que ce soit dans l'espace et l'univers, vraiment, il n'y a pas de limite, j'ai l'impression. Quand j'ai lu cette saga, j'avais vraiment l'impression d'être un tout petit grain de sable, même pas un grain de poussière, insignifiant dans tout ce monde. J'ai trouvé que c'était brillant et d'une intelligence vraiment très rare. J'ai hâte de découvrir d'autres livres de cet auteur parce que vraiment, les gens qui ont une telle imagination, ça me fascine. Moi-même, j'en serais incapable et donc c'est pour ça que je pense que ça me fascine, parce que je pense que les gens qui ont une imagination autant développée, pour eux, ça doit être quotidien. Enfin, moi, c'est pas mon cas en tout cas. Surtout dans ce domaine-ci, je serais tellement incapable d'aller aussi loin que du coup, ça m'a encore plus transportée, vous voyez. Puisque moi, j'étais pas capable de mettre le pied aussi loin, et le fait qu'on m'y emmène, c'était formidable. Que vous dire d'autre? En fait, c'est compliqué parce que j'ai l'impression que vous en dire plus, ça vous en dirait trop, mais en même temps, j'ai vraiment envie de vous donner envie, vous voyez. J'ai vraiment envie de vous transmettre tout cet engouement que j'ai ressenti pendant cette lecture. Si je pouvais vraiment les découvrir une énième fois, mais je le ferais. En fait, on n'est pas tant attaché aux personnages, même si effectivement on en suit certains tout du long. Encore une fois, c'est plus... En fait, je trouve que... Non, attendez, je finis ma phrase, pardon. Encore une fois, on est plus sur vraiment un world building excessivement développé et vraiment poussé à son paroxysme, j'ai l'impression. Et du coup, ce que je voulais dire par là, avant que je m'autocoupe, c'est que je me rends compte, au fur et à mesure des années qui avancent et des lectures que je fais et des coups de cœur qui en ressortent, que j'ai vraiment un très fort attrait pour les world building extrêmement bien développé. En fait, je me rends compte que je trouve ça déjà premièrement fou et extrêmement agréable que les auteurs et autrices arrivent à construire un univers et vraiment l'étirer jusqu'au confond des possibles. Et au-delà des personnages qui sont attachants, et je remarque que mon affect se porte plus sur les worldbuilding très développés, ou dans tous les cas, ça a tendance à plus me transporter et plus m'impressionner plutôt que des personnages hyper... Même si j'aime ça, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, j'aime bien quand les personnages ils sont développés, qu'ils ont une psychologie, que comment dire, ils ont une backstory, vous voyez, je trouve ça très agréable. J'ai tendance à être plus impressionnée, entre guillemets, par un world building vraiment hyper développé plutôt que des personnages très développés. Et autre chose que j'ai remarqué, c'est vraiment les plumes me parlent en fait. Non pas que je dénigre, entre guillemets, les plumes qui veulent s'effacer, vous voyez ce que je veux dire? Parfois il y a des auteurs et des autrices qui ont une sorte de signature littéraire, dans le sens où quand on lit le livre, on sait qui c'est. Et il y a d'autres personnes, je lisais ça il y a pas longtemps d'ailleurs sur Ken Follett, qui disait, j'ai pas lu de livre de Ken Follett encore, mais Ken Follett il disait par exemple que lui, son style, il le travaillait dans le sens où il veut faire oublier sa plume. Il veut que le texte et ce qu'il a à dire prévaut sur sa plume en soi.
Et j'entends ça, et franchement je le comprends. Je trouve que ça me le fait un peu dans Robin Hood par exemple, dans l'Assassin Royal, de ce que j'ai lu jusqu'à maintenant. Je trouve que la plume, elle s'efface pour laisser place à l'histoire et aux personnages. Et bah, vous savez, l'Assassin Royal, ça fait partie de mes sagas préf. Donc comme quoi, tout est possible. Mais les gens qui ont une vraie signature stylistique, je trouve ça trop bien. Comme par exemple Dune, où je trouve que ça a apporté une vraie ADN à l'histoire. Dans Le Problème à trois corps, je trouve que c'est le cas aussi. C'est moins accentué que chez Dune, je trouve, mais on retrouve quand même cette sorte de plume et cette façon de parler, cette façon de voir le monde très propre au Problème à trois corps. Et encore une fois, vu que je n'ai lu que ça de cet auteur, je ne sais pas si c'est juste sa façon de parler et d'écrire, ou alors il a vraiment développé ça pour le Problème à trois corps, mais je trouve que ça ajoute une plus-value encore plus forte, ça apporte quelque chose d'encore plus singulier au livre et à l'univers, vous voyez. Je trouve que l'action arrive très vite dans toute la saga. Déjà, en partant du premier livre, on part de ce postulat-là de Chine de 1960 et on continue d'évoluer jusqu'à beaucoup trop loin. On est pris dans l'action de suite, et même si effectivement il y a certaines explications scientifiques qui sont amenées, et ben je trouve que ça dessert extrêmement bien le livre et ce n'est pas du tout lourd, vous voyez. En tout cas moi personnellement je l'ai pas du tout vu comme ça, et ça nous fait réfléchir de zinzin. Genre moi perso quand je lisais, mais j'étais happée par l'histoire, ça me hantait, vous voyez, genre j'étais toujours en train de réfléchir à la suite parce que du coup ça va tellement loin, c'est tellement bien ficelé qu'on se demande jusqu'où déjà il va aller, où est-ce qu'on va mettre les pieds, et ça nous fait poser des questions qui ne devraient pas se poser en fait. Pour vous donner une idée, parce que encore une fois j'ai pas envie de vous spoiler, mais je vais juste prendre cet exemple-ci. On parle de dimension, c'est-à-dire que vous avez la 4D, la 3D, la 2D, et en fait l'évolution de chaque chose dans chacune des dimensions, ça nous fait voir le monde, vous voyez, ça nous fait prendre une distance sur le monde et regarder avec des yeux nouveaux tout ce qui se passe autour de nous. Et ça c'est un exemple, mais parmi tant d'autres. Encore une fois, c'est juste un petit grain là que je vous ai donné sur toutes les questions de l'espace, de l'évolution de l'humanité, de ce qu'il y a autour de nous, non pas sur la Terre, mais autour de la galaxie. Donc qu'est-ce qu'il y a dans l'univers, qu'est-ce qui se passe, et on va jusque là en fait. Il y a des questions politiques universelles. Ok, parce que nous, on a tendance à garder cette expression en disant universel, c'est finalement mondial. Et là, pour le coup, on parle de conflit politique universel. Genre vraiment. Ah. Et par rapport à ce conflit politique universel, et ben comment l'humanité évolue avec ça. D'ailleurs, toute cette question humanitaire est aussi mise sur le tapis parce qu'on fait tellement des énormes bonds dans le temps avec toute cette pression des univers autour de nous. Comment est-ce qu'on évolue, vers quoi on va tendre, comment la population va se comporter face à certains dangers auxquels on n'était pas prêt en fait. Parce que là, nous, à l'heure actuelle, les extraterrestres c'est E.T. quoi, enfin vraiment on ne sait pas ce qu'il en est et ça s'arrête là. Mais du coup c'est que ça soulève des questions auxquelles on ne s'attendait pas, et dans le livre aussi finalement. Et c'est intéressant humainement parlant de voir où est-ce que ça va, quel chemin l'humanité va prendre, quel choix l'humanité va faire sous différentes conditions, parce qu'il y a beaucoup de questions psychologiques qui sont soulevées, de questions déontologiques aussi. Pour conclure, je trouve que c'est une saga qui est hyper complète sur plein d'aspects, plein de questions qui sont posées. Ça vous ouvre le champ des possibles d'une façon que vous ne pouvez pas imaginer à l'heure actuelle si vous n'avez pas lu, je pense, ou si vous avez la même imagination que moi. C'est, je trouve, extrêmement bien ficelé, hyper brillant sur tous les aspects, que ce soit dans l'évolution de son histoire, dans les rapports humains. Et voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. Encore une fois, je suis trop désolée, j'ai l'impression d'en avoir parlé beaucoup pour pas grand chose. Vraiment, j'aimerais tellement vous donner de la matière intelligente, mais je n'y arrive pas. J'espère que ça vous a quand même donné envie de découvrir Le Problème à trois corps. Évidemment, si la hard SF ce n'est pas pour vous, ou si vous en avez déjà testé et que franchement c'est pas un style qui vous chauffe, bah évidemment que je vous dirais de vous diriger vers autre chose, peut-être dans ce top-ci ou juste ailleurs tout court. Mais par contre, si déjà la SF c'est votre truc et que la hard SF vous avez pas trop d'a priori et que vous êtes chaud, mais franchement, mais foncez les yeux fermés, c'est un banger. J'ai dit le mot, c'est un banger. Je pense que ça fait partie de mon top 10 ever à mon avis. Faudrait que je le fasse un jour. Je sais pas ce qu'il en est du coup, parce que j'ai l'impression de faire plein de superbes découvertes. Ces dernières années là, franchement ça a été un florilège entre Monte Cristo, entre l'Assassin Royal, entre Le Problème à trois corps. C'est les trois qui me viennent là actuellement, mais il y a plein de livres en fait trop bien dans la vie. Ça fait trop plaisir, j'adore. Évidemment, si vous avez des choses à dire en plus que je n'ai pas dites sur cette saga, je pense qu'il y a pléthore de choses que je n'ai pas dites. N'hésitez pas en commentaire à rajouter votre pierre à l'édifice pour donner l'envie aux gens de découvrir cette saga incroyable. Je pense que c'est déjà pas mal. J'ai déjà beaucoup parlé sur ce livre qui était mon top 1 de l'année 2025. Je sais qu'il y a une version illustrée qui est sortie. Je vous avoue que je ne l'ai pas lu, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Je pense très honnêtement qu'on perd forcément des informations, et là pour le coup j'ai un peu peur qu'on perde en qualité. Je sais pas si c'est le bon mot, mais voilà. Je sais pas si je tenterai un jour. Si vous l'avez tenté, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez ça cool par rapport au roman ou pas. Par curiosité, j'avoue, j'aimerais bien savoir. Et puis voilà, je vais m'arrêter sur Le Problème à trois corps. N'hésitez pas, si vous avez envie, foncez, 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 je n'ai pas d'autres mots. Allez-y, c'est incroyable.
Ceci clôture cette vidéo. Mon dieu, ça fait combien de temps que je tourne? Beaucoup trop longtemps, ça se compte en heures. Et j'espère très sincèrement que cette vidéo vous a plu, que j'ai pu vous faire découvrir certains titres et peut-être vous donner envie d'en découvrir en 2026. Dans tous les cas, j'espère aussi que vous avez fait, vous de votre côté, d'excellentes lectures en 2025. N'hésitez pas, si vous le voulez bien, à me donner votre top 3 de meilleurs livres. J'avoue, je suis curieuse. Et si vous avez un pire livre à me glisser dans votre commentaire, ça me ferait un peu rigoler, j'avoue. Comme ça fera un florilège de recos en commentaire, ce sera trop bien. Je sais pas quoi vous dire d'autre, hormis que j'espère revenir bientôt. Je démords pas, hein, j'espère, mal toujours. En tout cas, sachez que l'engouement de filmer est toujours là, là je le vois, ça fait 3 heures que je tourne, mais c'est toujours un plaisir de le faire. Et je pense que j'aurai toujours plaisir à échanger avec vous, mais malheureusement les journées sont trop courtes et les problèmes trop nombreux. En tout cas, je vous tiendrai au courant de mon challenge 12 mois 12 pavés, je pense d'ici au courant janvier, j'espère. Et puis peut-être que j'arriverai à reprendre un certain rythme. Je peux partir sur des promesses que je ne saurais tenir. En tous les cas, voilà. J'espère que vous avez une super année. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonheur. Apparemment, là, on était à la fin d'un cycle et qu'on repart sur un nouveau. Donc j'espère de tout cœur que ce nouveau cycle sera mieux. Donc écoutez, et je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures et vous dire à très bientôt. Bisous.